Au bouleversement, hein, parce que c'est très difficile pour tout le monde quand on pense au sort de ces personnes âgées coincées dans leur résidence en feu, quand on entend aussi des témoignages comme ceux-ci. Il y en a qui criaient au secours. Pour moi, j'étais dans mon appartement. J'ai sorti dans le passage, l'alarme à feu avait sonné. J'ai sorti. Puis quand j'ai essayé d'aller plus loin, il y avait trop de fumée. Fait que j'ai réveillé mes voisines pour les sortir. Comment vous réagissez au fait qu'il y a beaucoup de vos amis qui ont péri dans l'incendie? Ah, c'est ça le pire. On était tous amis là-dedans. Alors, on a décidé d'inviter Martin Pearson, qui est psychologue, pour parler de ce que les gens vivent là-bas. Bonsoir, M. Pearson. Oui, bonsoir. On vient de voir le témoignage d'une personne âgée qui a réussi à sortir de la résidence et qui est évidemment bouleversée. C'est toute la communauté qui est troublée à des degrés divers. Évidemment, il va y avoir des chocs post-traumatiques après ça. Comment est-ce que ça se manifeste, un choc post-traumatique? Un choc post-traumatique, en fait, ça va se manifester de différentes façons, par plusieurs critères. La personne peut, par exemple, avoir des rêves ou des souvenirs qui vont simplement se présenter dans son esprit sans même qu'elle désire que ça se passe. Quand on parle de rêve, on parle plus de cauchemars, en fait, nocturnes. Des moments où on va se réveiller au milieu de la nuit, on va avoir des sueurs froides. Donc, repenser à l'événement, revivre les émotions que l'événement nous a fait vivre. Donc, c'est beaucoup de détresse, évidemment, là, pour ces personnes-là. Sûrement des images gravées aussi. On entendait des témoignages de gens qui disaient « J'ai essayé de sauver ma mère, je suis grimpée dans une échelle, j'ai pas réussi à la sauver ». Ça, c'est une image qui s'imprègne dans le mental de ces gens-là. C'est une image qui s'imprègne, puis même au niveau de l'intervention, il faut se poser comme question, bien, quand on arrive avec des images comme celle-là, comment on fait pour essayer de désamorcer? Une des premières choses qu'il faut évaluer, c'est l'état de détresse de la personne qui a vécu l'événement traumatisant. Donc, c'est de se poser comme question, quand on vit ce genre d'événement-là, comment on peut être un peu plus près de la réalité en termes de pensée puis de croyance? Qu'est-ce que vous voulez dire? En fait, c'est de voir comment on peut constater que cet événement-là s'est réellement produit. C'est quoi la part réelle de responsabilité? Des fois, il y a des événements comme ceux-là où il y a des gens qui vont exagérer la part de responsabilité réelle. Quand vous faites allusion à cet homme-là, donc j'ai lu ça moi également ce matin, l'homme a tenté d'aider sa mère, là, pris au troisième étage du balcon. Et c'est quoi sa part de responsabilité? Il a tenté de l'aider, mais est-ce qu'il se surresponsabilise? Et évidemment, ça peut créer une certaine détresse. Donc, la part de l'intervenant puis des gens autour de lui, c'est également aider la personne à verbaliser qu'est-ce qui s'est passé, puis prendre un recul face à cet événement-là pour qu'il y ait une perception un peu plus juste de la réalité puis de la situation. Il y a des actions à prendre dans l'immédiat parce que les gens sont très traumatisés, Évidemment. Mais c'est un travail à long terme aussi. J'imagine qu'il y en a pour des mois avant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ces gens-là ne s'enfoncent dans la détresse? Bien, c'est un processus et évidemment, il faut qu'il y ait une intervention qui soit faite rapidement. Il faut simplement prendre le temps de laisser la personne verbaliser qu'est-ce qui s'est produit. Puis dans cet espace-là où la personne va verbaliser, lui permettre de prendre ce recul-là qui est nécessaire à une situation comme celle-là. Donc, ce processus-là, comme vous l'avez dit, peut prendre plusieurs mois, peut prendre plusieurs années aussi. Mais l'important, c'est que la personne puisse obtenir un soutien de la part des gens de son entourage. Puisque c'est une communauté qui est affectée, bien, c'est une communauté aussi qui doit être en mesure de pouvoir s'en sortir ensemble. Et c'est une des choses qui est importante, à mon avis. C'est une communauté qui vit beaucoup de bouleversements, mais évidemment, tout le Québec regarde ça. Certainement qu'il y a des personnes âgées qui voient les images, qui écoutent les récits et qui se posent beaucoup de questions. Ça doit susciter de l'anxiété. Est-ce que j'ai un gicleur? Est-ce que je suis capable de sortir? Qu'est-ce qu'on dit si on a un proche qui est âgé, qui nous dit « Moi, j'ai du stress, ça m'angoisse ». Qu'est-ce qu'on leur dit? Oui. Bien, une des premières choses, c'est de les aider, comme j'ai mentionné, à prendre du recul face à cette situation-là, vérifier si réellement ils sont en danger. C'est quoi le pourcentage de chances que cette situation-là arrive? Est-ce que le danger est réel? Évidemment, vérifier ses détecteurs de fumée, ça, c'est une chose importante. S'assurer que la situation, si la personne... D'un point de vue sécurité. D'un point de vue sécurité, exactement. Mais aider la personne à trouver elle-même des moyens de se rassurer par rapport à ça. Et avoir développer une pensée plus proche de ce que c'est exactement la réalité puis les risques réels. Donc, éviter de se créer des scénarios.
Éviter de se créer des C'est un peu scénarios, exactement, puis désamorcer des scénarios qui peuvent être créés par des personnes qui ont cette crainte-là. Évidemment, personne n'en est à l'abri de ça, donc c'est sûr que c'est un risque potentiel, mais est-ce que c'est un risque qui est bien réel et qui risque d'arriver d'un jour à l'autre? Je vous dirais que non. Donc, c'est de le ramener aussi à la situation qui se passe actuellement, là. Martin Pearson, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour en parler. Bonne soirée. Moins d'une heure avant le